bibliothécaires, si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur, ou du moins j'espère qu'au moment où cette vidéo sera publiée, il fera un petit peu plus frais qu'au moment où j'enregistre. Néanmoins, je suis quand même heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Mais avant tout, vous le savez, je vous conseille, comme d'habitude, de vous installer tranquillement, que ce soit sur votre canapé, lit, fauteuil, sur un transat si vous profitez de vos vacances au soleil ou si vous profitez du soleil tout court. Et surtout, n'oubliez pas la crème solaire, de prendre une petite boisson bien rafraîchissante et quelques petites choses à grignoter. On ne sait jamais si vous avez un petit creux. Si vous êtes prêts et bien installés, nous allons pouvoir commencer la vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un vampire. Enfin, plutôt d'une vampire. Celle-ci porte le nom de Mercy Brown. Et c'est une figure bien connue dans la tradition des vampires. Car malheureusement pour elle, elle est considérée comme l'un des vampires les plus notoires de l'histoire. Mercy Brown a vécu à Exeter, dans le Rhode Island, à la fin des années 1800. Son père s'appelait George T. Brown et était infirmier et respecté de sa communauté. Il était marié à Mary Eliza et ensemble, ils ont eu 5 enfants, dont Mercy Brown. Sachez d'ailleurs, petite anecdote, qu'il n'y a pas eu que le fameux procès des sorcières de Salem, au Massachusetts. Il y a aussi une période où les habitants de la Nouvelle-Angleterre croyaient que le vampirisme était une maladie maléfique. Et il était très courant que les corps des morts-vivants soient souvent fouillés pour que les citadins considèrent s'il y a des signes ou des symptômes de vampirisme chez ceux-ci. Mais revenons à l'histoire après cette petite anecdote. George T. Brown et Mary Eliza sont mariés et ont 5 enfants. En 1883, la mère, Mary Eliza, va contracter la tuberculose et elle mourra le 8 décembre à l'âge seulement de 36 ans. Moins de 6 mois plus tard, le 6 juin 1884, c'est Marie-Olive, l'aînée de ses enfants, qui va succomber elle aussi à la tuberculose. 7 ans se passent sans qu'il y ait aucun problème. Mais malheureusement, ceux-ci furent de retour, puisque Edwin, le fils unique de George, qui était un homme de 24 ans et qui travaillait comme commis de magasin, a commencé à montrer les premiers signes de la tuberculose. En 1891, une autre de ses filles, Mercy, la fameuse Mercy Brown, va elle aussi contracter la maladie et mourir en janvier 1892, alors qu'elle n'avait que 19 ans. On va enterrer son corps au cimetière Baptiste, à Exeter. Le père voulait sauver son fils à tout prix. Donc, quand Edwin fut atteint lui aussi de tuberculose, George va décider d'essayer de comprendre pourquoi cette maladie emportait les membres de sa famille un par un. Et il était bien décidé à essayer de trouver un remède pour sauver son fils unique. Il est alors parti à Colorado Springs pour y mettre son fils dans une sorte de sanatorium et aussi changer d'air, puisqu'il paraissait à l'époque que l'air était bénéfique pour les tubercules. Donc il espérait bien sûr que Edwin puisse récupérer avec ce climat qui était meilleur que celui d'Exeter. Mais malheureusement pour lui, ils ont dû retourner à Exeter en 1892 et l'état d'Edwin ne s'était pas amélioré, il était même dans un état encore pire que celui dans lequel il était parti. À cette époque, il y avait une superstition. On disait que la phtiste ou la tuberculose serait propagée par les vampires et que ceux qui mouraient de cette maladie pouvaient à leur mort devenir des morts-vivants à leur tour. Cette superstition était tellement bien ancrée que des amis ont réussi à convaincre George que sa famille était peut-être la proie d'un vampire et que sa femme ou une de ses filles pouvait être elle-même une de ces créatures. Très vite, les journaux vont reprendre l'histoire et malheureusement, nous allons dire, vont jouer un
un grand rôle dans la panique qui va suivre. En septembre 1884, le St. Charles Herald va publier un article en première page sur des rapports d'attaques de vampires dans la région. Ils vont partager dans leur article des détails sur les rituels qui ont été menés dans différents coins du monde pour les arrêter. Bien que cette publication ne suggérait pas que les habitants de la Nouvelle-Angleterre devaient faire de même, il est fort possible qu'il ait donné l'idée ou qu'il ait poussé un petit peu plus encore la superstition dans la tête des gens qui y croyaient déjà pas mal. Et cette histoire de mort-vivant a commencé à faire de plus en plus parler d'elle. Et surtout l'idée de devoir mettre un pieu dans le cœur de ceux-ci pour qu'ils ne reviennent plus jamais. Après tout cela, et surtout encouragé par ses amis et par tous ceux qui croyaient au vampirisme, George Brown va décider avec plusieurs villageois d'exhumer les corps de sa femme et de ses filles le 17 mars 1892. Un journal local a même d'ailleurs rapporté l'information. Voici ce qu'il dit. Monsieur Brown n'a pas accordé beaucoup de crédit à la théorie de l'ancien temps, et il a résisté jusqu'à mercredi, lorsque les corps de sa femme et de 2 de ses filles ont été exhumés et qu'un examen a été effectué sous la direction de Harold Mercode, MD de Wickford. Lorsque les corps ont été déterrés, on remarqua que celui de Marie, donc Marie-Élisa la mère, et Marie-Olive, étaient dans un état de décomposition avancée qui était logique par rapport à la date de leur mort. Le seul problème venait du corps de Mercy. Ils le trouvèrent étonnamment bien conservé pour une morte. Et certaines sources disaient que son corps n'était plus dans la position dans laquelle elle avait été enterrée. Ils avaient aussi remarqué que ses ongles et ses cheveux avaient beaucoup poussé depuis qu'elle avait été mise en terre. Ils ont eu beau observer son corps, ils ne trouvèrent aucune pourriture. Et lorsqu'ils ont fait un examen plus approfondi, ils ont pu trouver du sang liquide au niveau du cœur et dans d'autres parties du corps de Mercy. L'explication logique du fait de la non-décomposition du corps de Mercy, c'est que celui-ci avait été enterré dans une voûte au-dessus du sol pendant un hiver de la Nouvelle-Angleterre. Et ceci avait préservé son corps de la pourriture. Mais vu l'époque et cette superstition de vampirisme qui allait bon train, eh bien les habitants de la ville ont vite fait d'accuser la défunte Mercy Brown d'être un vampire et donc de porter le chapeau, de rendre toute sa famille malade et de les décimer les uns après les autres. Bien vite, beaucoup de villageois entendirent parler du cas de Mercy Brown et du fait qu'on la définissait comme un vampire. Ils ont même été jusqu'à dire qu'ils avaient vu Mercy se promener dans les cimetières ou dans les champs avoisinants pendant la nuit. Ce qui est un peu bizarre, c'est que s'ils l'avaient vue avant que on dise que c'était une vampire, pourquoi ils n'ont pas parlé plus tôt ? Pourquoi parle-t-il seulement maintenant que l'on dit officiellement qu'elle était une vampire et qu'on a exhumé son corps ? Pour ne plus être embêté par la supposée Mercy Brown, la superstition disait à l'époque de découper le corps de la personne, de brûler le cœur et le foie, et ensuite de mélanger les cendres à de l'eau pour créer un tonique qui serait donné à boire aux membres de la famille et qui, normalement, arrêtait cette hécatombe. C'est ce qui a été fait avec le corps de Mercy. On l'a découpé, on a brûlé son cœur et son foie, on a mélangé ses cendres à de l'eau et on a créé ce fameux tonique pour Edwin qui, je vous rappelle, à ce moment-là, est très malade. On va lui donner à boire les cendres du cœur et du foie de sa sœur en espérant que cela ait pour miracle de résoudre sa maladie et d'arrêter l'influence des morts-vivants sur le jeune homme. Malheureusement, cela ne marcha pas puisque Edwin mourut 2 mois plus tard. Une fois qu'ils avaient fait ce qu'ils avaient à faire selon leur superstition et donc quelque part violé, pas dans le sens pour lequel vous pensez sexuellement parlant, mais violer sa sépulture si vous voulez. Ils ne l'ont pas laissé reposer en paix.
Eh bien, après tout leur petit manège, ils ont décidé de réenterrer le corps de Mercy au cimetière de Chestnut Hill, derrière l'église baptiste d'Exeter. Cette légende est tellement vivace que l'histoire de Mercy Brown la vampire continue de vivre à travers les siècles qui ont suivi. Il y a eu un moyen qui a été utilisé notamment pour cela, c'est la littérature, puisque ce fameux incident de la supposée vampire Mercy Brown va inspirer de nombreux écrits, notamment la nouvelle de Kathleen R. Kiernan qui s'appelle So Run the World Away, où elle fait explicitement référence à l'affaire d'Exeter. On a également suggéré que Bram Stoker, donc l'auteur de Dracula, aurait été mis au courant de l'affaire Mercy Brown par le biais de différents articles de journaux sur lesquels il serait tombé, et qu'il aurait basé son personnage de Dracula sur celle-ci. On va aussi la mentionner dans The Shunned House de ce cher Lovecraft, et l'histoire de Mercy Brown va aussi être l'inspiration pour un roman pour jeunes adultes qui s'appelle Mercy, The Last New England Vampire de Sarah L. Thompson. Et pour terminer, vous avez aussi un livre comme une sorte de compte-rendu qui va être publié sous le nom de Food for the Dead sur la piste des vampires de la Nouvelle-Angleterre par Michael E. Bale, où vous pourrez y trouver différents témoignages des descendants restants de Mercy Brown qui, eux, vont raconter ce que leur famille leur a transmis de tout ce qui s'est passé dans ces années 1800. Après la littérature, le cas Mercy Brown va être aussi utilisé au cinéma. On va décrire celui-ci dans le film de 2015 Almost Mercy, qui a été écrit par le rappeur Beat Dolan et Tom DeNucci. Ce film est réalisé par DeNucci et il met en évidence Bill Moseley et Ken Hodder. Les personnages principaux du film, Emily qui est jouée par Daniel Goldin et Jackson, Jesse Dufo, visitent la tombe de Mercy Brown et se font appeler les Amis de la Miséricorde. C'est dans une séquence de flashback que les personnages du film du présent vont apparaître comme des personnages de l'histoire de Mercy. Le rappeur B. Dolan, encore lui, a également écrit une chanson où il a un point de vue d'une partie fictive dans l'affaire Mercy Brown dans sa chanson The Hunter sur son album sorti en 2010 Fallen House Sunken City. On a aussi utilisé le cas de Mercy Brown dans des séries, par exemple le sujet principal du premier épisode du podcast de Lore en 2015 et l'histoire de Mercy Brown, mais aussi c'est le thème du premier épisode de l'adaptation télévisée toujours de Lore en 2017. Il y aura aussi un épisode de Monster Quest Vampire in America où on va enquêter sur l'affaire Mercy Brown et l'utiliser comme référence. Comme vous pouvez voir, ce cas a été très souvent utilisé, si l'on peut dire, ou du moins de façon à ce qu'il reste dans nos mémoires. Malheureusement pour elle, Mercy Brown au final a eu une vie très courte puisque je vous rappelle qu'elle est morte à l'âge de 19 ans. Et le seul héritage quelque part qu'elle laisse, c'est le fait qu'elle soit le dernier vampire de la Nouvelle-Angleterre. Et vu qu'on parle d'elle encore aujourd'hui, et je pense qu'on parlera encore de son histoire dans les années à venir encore, son nom continuera de traîner dans le paranormal ou dans le surnaturel, ou en tant que vampire tout simplement pour encore de belles années, et que beaucoup de gens vont encore découvrir qui était Mercy Brown, malheureusement, une jeune femme morte de la tuberculose qui a été accusée de vampirisme parce que la science ne s'y connaissait pas encore assez. Car je vous rappelle que les choses qui sont décrites et qui font d'elle un vampire sont explicables aujourd'hui, notamment les ongles et les cheveux qui poussent, ils ne poussent pas, c'est qu'en se décomposant, la peau se rétracte et donc du coup, ça donne l'impression que les cheveux et les ongles sont plus longs, mais ils sont les mêmes qu'à votre mort. Le sang, je ne sais plus, j'avais entendu
l'explication, mais je sais qu'il y en a une, mais je ne pourrais pas vous la donner, j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi, mais je sais qu'il y a une explication pour la présence de sang. Et le fait que son corps soit parfaitement conservé, comme je vous l'ai dit, elle était justement dans une voûte et dans un terrain qui était propice justement à la conservation des corps et non à la décomposition. Si elle avait été enterrée juste à côté de sa sœur et de sa mère, elle aurait été dans le même état de décomposition qu'elle, mais ce ne fut pas le cas. Des proches survivants ont pu conserver des coupures de journaux de l'époque qu'ils gardent dans des albums familiaux. Et ils parlent souvent de l'histoire de leur ancêtre Mercy Brown, surtout les jours de décoration, lorsque l'on doit décorer le cimetière pour telle ou telle cérémonie. Aujourd'hui, la tombe de Mercy Brown est très populaire auprès des touristes et aussi des visiteurs un peu curieux ou voulant se donner un petit coup de flip en se disant « j'ai été sur la tombe d'une possible vampire ». Souvent, lorsqu'ils lui rendent visite, ils lui laissent des petits cadeaux comme des bijoux ou bien un peu plus symboliques si l'on peut dire, comme des dents de vampire en plastique. Et une fois, on a même retrouvé une note sur laquelle était écrite « You go girl ». Donc quelqu'un qui apparemment serait un supporter de ce qu'aurait supposément fait Mercy Brown à sa famille. Vous aurez compris, avec cette vidéo, je l'ai classée dans le thème des vampires puisqu'on la considère même encore aujourd'hui comme la dernière vampire de Nouvelle-Angleterre. Mais malheureusement, son cas est totalement explicable à l'heure actuelle. Mais à l'époque, comme je vous disais, il y avait les superstitions, les gens qui en rajoutaient des tonnes et qui incitaient les autres à croire comme eux, à faire comme eux. Et du coup, ça a instillé tout un truc de vampirisme qui a un peu dépassé tout ce qu'on aurait pu imaginer quelque part et qui a malheureusement amené le pauvre corps de Mercy Brown qui n'avait rien demandé. Ils ont été jusqu'à souiller quelque part, si l'on peut dire cela comme ça, puisque je ne trouve plus le terme exact, le corps de cette pauvre jeune femme qui n'avait rien demandé et qui en plus, quelque part, à 19 ans, ne demandait rien d'autre que de vivre et ne pas succomber à la tuberculose. Malheureusement, des fois, les superstitions et les mythes peuvent monter un peu trop à la tête de certaines personnes. En tout cas, la seule chose qui est sûre, c'est que j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère vous avoir appris certaines choses. Peut-être que vous connaissiez déjà le cas de Mercy Brown. Vous savez que pour réagir à la vidéo, il vous suffit tout simplement d'aller dans la section commentaires et de me donner votre avis. Justement, me dire si vous la connaissiez, si vous ne la connaissiez pas, si vous avez appris des choses. Si vous connaissez d'autres histoires du même genre, ça pourrait être intéressant aussi. D'autres vampires. Est-ce que d'ailleurs, chers amis canadiens qui regardaient cette vidéo, est-ce que vous avez des histoires de vampires au Canada que je ne connaîtrais pas, puisque je ne me souviens pas avoir trouvé de vampires au Canada. Mais je peux dire des bêtises, mais en tout cas, si vous en avez, vous pouvez me les dire dans les commentaires. Et puis si vous avez vraiment apprécié cette vidéo, vous pouvez aussi me laisser un petit like ou pouce en l'air, c'est comme vous voulez le nommer, hein, qui fait toujours plaisir et qui quelque part me récompense en quelque sorte des heures de travail passées derrière les vidéos qui vous sont proposées toutes les semaines. Et si par hasard vous passez pour la première fois sur une vidéo de ma chaîne et que vous appréciez le thème de celle-ci, surtout, n'hésitez pas à vous abonner en allant appuyer sur le petit bouton qui se trouve sous la vidéo. Et si vous voulez ne rater aucune vidéo qui sera publiée sur la chaîne, il vous suffit tout simplement de cliquer sur la petite cloche et de cocher recevoir toutes les notifications liées à la chaîne pour que YouTube, encore une fois j'aime bien dire théoriquement puisque des fois il bug, vous envoie une notification dès qu'une vidéo sera publiée sur la bibliothèque du surnaturel. Et pour terminer, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo partout où cela est possible de le faire, que ce soit numériquement parlant ou bouche à oreille, si je peux utiliser ce terme.
Je remercie d'ailleurs tous ceux qui le font et je remercie tous les bibliothécaires présents et qui sont régulièrement là au rendez-vous pour regarder mes vidéos. Et puis je crois, mes chers amis, en tant que gardienne de la bibliothèque, il va être temps pour moi de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à une prochaine vidéo.